Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Au sommaire de cette édition, les gestes d'apaisement politique se sont multipliés ce vendredi en Côte d'Ivoire, où des exilés partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo sont rentrés après 10 ans d'exil. Plus de 500 personnes ont assisté jeudi soir à Nouakchott au meeting commémoratif du 9e anniversaire de la publication du manifeste pour les droits politiques, économiques et sociaux des Haratines ou descendants d'esclaves. Et puis la principale épouse du roi des Zoulous récemment décédée s'est à son tour éteinte ce jeudi en Afrique du Sud. Elle avait été nommée régente dans l'attente de la nomination d'un successeur. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. 6 partisans de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, dont d'anciens cadres de son parti, sont arrivés à Abidjan en provenance du Ghana sous la houlette du Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés HCR, en accord avec le gouvernement ivoirien, et ce, au nom de la réconciliation nationale. Les exilés, parmi lesquels figure l'ancien ministre du Budget, Justin Katina Kone, et la sœur cadette de Laurent Gbagbo, Jeannette Koudou, sont accueillis à l'aéroport par plusieurs dizaines de militants, puis ont rejoint la résidence d'Abdoudraman Sangaré, l'ancien secrétaire général du Front populaire ivoirien de la branche pro-Gbagbo, où les attendaient d'autres cadres du parti ainsi que des militants. Les gestes d'apaisement politique se sont multipliés vendredi en Côte d'Ivoire, où des exilés partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo sont rentrés après 10 ans d'exil, au moment où était annoncée la libération d'une centaine de prisonniers accusés de violences liées à la présidentielle de 2020. 6 partisans de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, dont d'anciens cadres de son parti, ont atterri à Abidjan en provenance du Ghana sous la houlette du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, en accord avec le gouvernement ivoirien au nom de la réconciliation nationale. Les exilés, parmi lesquels figurent l'ancien ministre du Budget Justin Katina Kone et la sœur cadette de Laurent Gbagbo, Jeannette Koudou, ont été accueillis à l'aéroport par plusieurs dizaines de militants maintenus à bonne distance par la police ainsi que les journalistes. Parmi les exilés de retour figure aussi Damana Pikas, qui s'était rendu célèbre en arrachant des mains d'un membre de la commission électorale des résultats par région qu'il était en train de lire en direct à la télévision, qui allait donner vainqueur à Alassane Ouattara face à Laurent Gbagbo à la présidentielle de 2010. Le retour des exilés précède celui attendu de Laurent Gbagbo lui-même après son acquittement le 31 mars par la justice internationale de crimes contre l'humanité commis pendant cette crise. Au moment où rentraient les exilés du Ghana, Richard Adou, procureur d'Abidjan, a annoncé à la presse la libération d'une centaine de personnes que l'opposition appelle des prisonniers politiques incarcérés pour leur rôle présumé dans les violences liées à la dernière présidentielle. On reste en Côte d'Ivoire où une figure de la société civile, Pulchéri Balé, a appelé ce vendredi à une véritable réconciliation nationale. Quelques jours plus tôt, elle sortait de prison après 8 mois de détention. Cet appel concerne tous les acteurs politiques et ceux de la société civile, a indiqué Pulchéri Balé lors d'une conférence de presse à Abidjan. La réconciliation est en principe un vaste programme qui inclut notamment la libération de tous les prisonniers politiques et le retour sécurisé des exilés, a-t-elle estimé. Elle a espéré que le 3e mandat du président Alassane Ouattara, contre lequel elle s'est battue et qui a fait tant de victimes, sera celui de la vraie réconciliation, sans ruse et sans faux fuyants. Pulchéri Balé, présidente d'Alternative citoyenne ivoirienne ACI, proche de l'opposition, a été remise en liberté provisoire mercredi après 8 mois de détention préventive à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan-Maka pour incitation à la révolte, appel à une insurrection, trouble à l'ordre public,
violence et voies de fait. Elle a remercié tous ceux qui, en Côte d'Ivoire et à l'étranger, ont œuvré à sa libération, dont le président de la République française et le député français Michel Larive de la France insoumise. À l'appel de l'opposition et d'organisations de la société civile, dont ACI, des manifestations interdites liées à l'annonce de la candidature à un troisième mandat du président Ouattara avaient dégénéré en violence pendant 3 jours. Ces violences ont fait 6 morts et une centaine de blessés, 1500 déplacés internes, 69 personnes interpellées, ainsi que de nombreux dégâts matériels, selon un bilan officiel. Ouattara a été réélu en octobre 2020 pour un troisième mandat controversé lors d'une présidentielle boycottée par l'opposition ayant donné lieu à une crise électorale qui a fait une centaine de morts et un demi-millier de blessés entre août et novembre 2020. La tension est désormais retombée. Les élections législatives de mars s'étant déroulées dans le calme et avec la participation de l'opposition. Au Nigeria, où il ne se passe plus un jour, parfois même 1 heure, sans que la presse ne rapporte une attaque meurtrière ou un enlèvement, le président Muhammadu Buhari est critiqué de toutes parts. Beaucoup dénoncent son incapacité à endiguer l'insécurité. Le pays le plus peuplé d'Afrique est en proie à de multiples conflits entre une insurrection djihadiste dans le nord-est, les attaques de bandes criminelles qui pratiquent des enlèvements de masse dans le nord-ouest et celles de séparatistes qui visent les forces de sécurité dans le sud-est. Le 26 avril, la violence a atteint un paroxysme. Tout au long de la journée, les médias ont égrené les informations telles que 31 militaires tués, 2000 habitants en fuite, 5 policiers tués, 2 nouveaux étudiants enlevés, exécutés. Sur les réseaux sociaux, des internautes nigérians ont proposé de rebaptiser ce jour lundi noir, quand d'autres rétorquaient « Au Nigeria, il n'y a plus un jour qui ne soit pas un jour noir ». Mardi, le Parlement a demandé au chef de l'État de déclarer l'état d'urgence. Au même moment, une avalanche de déclarations de parlementaires, de gouverneurs locaux et même du lauréat du prix Nobel de littérature, Wole Soyinka, ont appelé le président Buhari à contenir les violences. Les critiques ont fusé jusque dans son camp. Nous faisons face à la pire instabilité de l'histoire de notre nation, déclarait Smart Adeyemi, un sénateur du parti présidentiel, le All Progressive Congress, APC. Si certaines de ces critiques sont vues comme opportunistes à l'approche de l'élection présidentielle en 2023, le nombre d'attaques est tel que les Nigérians se demandent si le gouvernement a encore le contrôle du pays. Lors d'une réunion en ligne avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, Buhari a déclaré que l'armée était résolument engagée dans la lutte contre l'insécurité et appelé à une plus grande coopération avec les partenaires étrangers. Mais pour beaucoup, le président, âgé de 78 ans et régulièrement à l'étranger pour des raisons médicales, est en retrait. Du Nigeria, rendons-nous en Tanzanie où l'actuelle présidente Samia Suluhu Hassan hérite de la présidence du Chama Mapinduzi. Elle a été élue ce vendredi. Âgée de 61 ans, Samia Suluhu Hassan, qui était la seule candidate, a été élue à l'unanimité par un congrès extraordinaire du parti réuni dans la capitale politique Dodoma et dont les travaux étaient retransmis en direct à la radio et à la télévision. Conformément à la constitution tanzanienne, Mme Hassan a succédé à John Magufuli, décédé soudainement fin mars, officiellement de problèmes cardiaques et dont elle était la vice-présidente. Première femme présidente de la Tanzanie, elle devient également la première femme à la tête du CCM, qui était également dirigé par John Magufuli. Depuis son investiture le 6 avril, elle a amorcé une rupture avec son prédécesseur surnommé le bulldozer et critiqué pour son style autoritaire. Samia Suluhu Hassan, qui s'est notamment dite prête à défendre la démocratie et les libertés fondamentales, a annoncé qu'elle allait s'entretenir avec les dirigeants de l'opposition. Elle a également affiché sa volonté d'attirer les investisseurs étrangers. En outre, elle a indiqué que la réponse de son pays à l'épidémie de Covid-19 serait désormais fondée sur la science, alors que John Magufuli avait systématiquement minimisé le virus, appelant ses concitoyens à prier Dieu pour s'en débarrasser. Plus de 500 personnes ont assisté ce jeudi soir à Nouakchott au meeting commémoratif du 9e anniversaire de la publication du manifeste pour les droits politiques, économiques et sociaux des Haratines ou descendants d'esclaves. Depuis sa publication, pas grand-chose n'a évolué selon eux.
déjà 9 ans qu'a été publié le manifeste pour les droits politiques, économiques et sociaux des Haratines ou descendants d'esclaves. Cette année, lors de la commémoration de ce souvenir, les organisateurs ont choisi de se pencher sur le thème de la réforme foncière pour permettre aux descendants d'esclaves de retrouver les terres que leurs ancêtres exploitaient pour leurs anciens maîtres. Une loi existe dans ce cadre, mais elle n'est pas appliquée selon les auteurs du manifeste. Notre message aujourd'hui, il y a urgence de mener à bien cette réforme foncière et de l'engager de manière effective pour que les victimes, qui sont les Haratines essentiellement, retrouvent accès à la propriété de leurs terres pour que cette terre, cette propriété puisse être un élément de promotion sociale et économique de ce pays, estime Maître El Aïd Ould Mbarek, avocat au barreau de Nouakchott, président sortant du manifeste El Mizar. La réforme de l'exploitation des terres agricoles a été adoptée en 1981 à la faveur de l'abolition officielle des pratiques esclavagistes. Une mesure d'accompagnement de l'abolition de l'esclavage en Mauritanie pour qu'il garantisse aux anciens esclaves l'accès aux propriétés de la terre. Malheureusement, malgré les règles claires de cette loi, les féodalités ont continué à exercer leur pouvoir sur la terre et sur ceux qui aussi habitent dans ces terres, ajoute Maître El Aïd Ould Mbarek. Le gouvernement mauritanien ne reconnaît pas l'existence de l'esclavage. Officiellement, les autorités parlent de séquelles qu'elles essayent d'éradiquer. Pour finir cette édition, la principale épouse du roi des Zoulous récemment décédé, qui avait été nommée régente dans l'attente de la nomination d'un successeur, s'est à son tour éteinte ce jeudi en Afrique du Sud. L'annonce a été faite par le Palais Royal. C'est avec le plus grand choc et la plus grande détresse que la famille royale annonce le décès inattendu de Sa Majesté, la reine Chiyiwe Mantfombi Dlamini Zoulou, régente de la nation Zoulou, a annoncé jeudi soir le prince Mangosuthu Buthelezi, membre de la famille royale. Ce décès inattendu, à l'âge de 65 ans, nous a surpris et nous laisse désemparés, a ajouté dans un communiqué ce redoutable ex-chef du parti nationaliste Zoulou, Inkatha. Mais il a assuré qu'il n'y aurait pas de vide à la tête de la nation Zoulou. La reine, qui était la principale des 6 épouses du chef traditionnel Godwill Zwelithini, roi du peuple du ciel, avait été hospitalisée quelques semaines à peine après sa mort. Mantfombi Dlamini était aussi la sœur de l'actuel roi d'Eswatini, ex-Swaziland. Le 18 mars, la dépouille de Godwill Zwelithini avait été plantée en terre zoulou dans le nord-est du pays. Le testament du défunt, roi sans pouvoir mais au rôle symbolique fort, avait ensuite été lu devant un cercle intime désignant la reine Mantfombi Dlamini comme régente en attendant la nomination du futur roi. Dans la culture ngoni dont sont issus les Zoulous, les successions sont infiniment complexes et aucune n'est automatique, avait souligné l'historien Pitika Ntuli, spécialiste des traditions indigènes africaines. Lorsque la reine a été nommée régente, tous les regards s'étaient tournés vers son fils aîné, le prince Misuzulu Zulu, 46 ans, dont le prénom signifie « renforcer les Zoulous ». Mais aucune confidence du palais royal n'a filtré à ce jour. Voilà qui va mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent week-end à tous en compagnie des programmes de Sika TV.